Point. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. On va vous parler aujourd'hui d'art et de photographie, puisqu'on est aujourd'hui à peu près un an et demi après la réouverture de l'Atrium. On commence à être en mesure de faire un premier bilan des nouveaux espaces numériques qui ont été inaugurés à cette occasion, et notamment l'espace que l'on nomme l'espace Gigapixel, dans lequel on présente des reproductions numérisées d'œuvres d'art en ultra haute résolution. Plus largement, effectivement, le sujet de l'intervention touche aussi bien sûr le rapport entre l'art et les nouvelles technologies, les rapports entre l'œuvre originale et l'œuvre numérisée, et puis plus largement encore les questions du point de rencontre entre une ambition du musée et les attentes d'un public qui sont de plus en plus exigeants. Alors effectivement, on peut se poser la question de pourquoi vouloir représenter du patrimoine matériel par une image immatérielle. Évidemment parce que l'image numérisée nous offre des possibilités infinies en termes de valorisation, d'exploration de l'image, de recherche aussi sur le plan scientifique, et bien sûr de l'interprétation et de la médiation. Puisque au sujet de la médiation, effectivement, la rencontre avec l'œuvre d'art comme avec l'image numérisée provoque, et c'est ce qui est recherché tout d'abord, c'est une émotion. Et donc effectivement, la médiation, elle s'appuie sur cette émotion, sur cette capacité d'émerveillement du public devant les œuvres pour ensuite pouvoir y asseoir un discours et transmettre une connaissance. Alors pour refaire un tout petit historique sur comment l'image en gigapixels est-elle arrivée au Palais des Beaux-Arts. Effectivement, juin 2017, on se situe 20 ans après les grands travaux de rénovation du Palais des Beaux-Arts qui sont intervenus entre 91 et 97. Et il se trouve que 20 ans après, le monde des musées a profondément changé. Les attentes du public ne sont absolument plus les mêmes, et il est temps effectivement de s'interroger plus largement sur le rôle, la fonction sociale, éducative du musée dans cette société du XXIe siècle. Et les réponses se trouvent en partie, en petite partie, mais en partie, dans effectivement l'ouverture aux nouvelles technologies. Donc symboliquement, l'Atrium a été choisi comme première phase d'un chantier qui va se déployer sur une dizaine d'années, qu'on appelle nous le PSC, le Programme Scientifique et Culturel, qui est en gros notre feuille de route pour les 10 ans à venir. Et donc cet Atrium a été inauguré en juin 2017 dans sa nouvelle configuration, avec de nouveaux espaces qui font une place plus large au confort du visiteur, donc des espaces de repos, des services qui ont été entièrement redéployés, un café, une boutique que vous voyez donc sur le plan qui se déploie sur les deux galeries latérales, et puis à l'entrée, voilà, donc vous rentrez là par le bas de l'écran, deux espaces numériques, d'un côté des tables tactiles multitouch avec un aperçu en 350 objets de la collection. Donc là, déjà, une place à l'image numérisée en haute définition, avec également des notices développées sur les œuvres et des parcours de visite. Et en face, donc, ce fameux espace Gigapixel qui offre des reproductions, pour l'instant, de 7 chefs-d'œuvre numérisés en haute résolution. Ces espaces sont habités, j'ai envie de dire, par des médiateurs, puisque ça, c'est un point sur lequel... c'est une évidence. Ça s'est imposé à nous au moment du chantier de rénovation. Effectivement, nous travaillons toutes deux sur la conception des outils, mais ensuite, effectivement, qu'en est-il de leur appropriation par les visiteurs ? Cette appropriation, bien que nous ayons tous aujourd'hui des usages individuels sur nos outils personnels, on a l'impression d'être à peu près à l'aise avec ça. C'est un petit peu présomptueux de penser que chacun va pouvoir s'approprier les outils numériques en complète autonomie. Et du coup, on a effectivement créé à l'origine 2 postes de médiateurs pendant les 6 mois qui ont suivi la réouverture. Aujourd'hui, il y a toujours un poste de médiateur qui est entièrement dédié à ces usages-là. Et puis, il y a un pool, une petite équipe dans l'équipe d'agents de surveillance qui sont formés également à ces outils et qui assurent le roulement sur ce poste. Donc le gigapixel, en détail, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une technique photographique
Donc ils sont assez peu nombreux en France à maîtriser cette technique. Alors ça consiste effectivement à installer, vous voyez, un appareil sur un axe vertical et horizontal, et l'appareil va se déplacer très lentement et photographier l'œuvre centimètre carré par centimètre carré. Sont générés donc ensuite des centaines, voire parfois des milliers de clichés qui sont ensuite reconstitués en une seule image en studio. On a un petit exemple, je pense, plus loin sur le dénombrement de Bethléem de Bruegel. Voilà ce que ça donne. Donc on a 28 colonnes et 11 rangées de photos. On a 308 photos qui sont ensuite assemblées en un seul fichier qui pèse au total 15 gigaoctets. Ensuite, puisque le dispositif Gigapixel est une co-réalisation de ce photographe professionnel, Gilles Alonso, et puis d'une société Buzzing Light qui a développé le logiciel de navigation. Donc, ce logiciel de navigation va permettre à la fois de naviguer dans l'image et de faire surgir des contenus. Donc, physiquement, dans l'espace, comment ça se présente? Vous l'avez aperçu en photographie. On a 3 écrans 4K de 84 pouces de dimension. 2 d'entre eux sont interactifs. L'écran central est simplement un genre d'écran d'appel sur lequel défile de manière aléatoire une série de détails. Et donc, le visiteur va se saisir de l'outil via les iPads qui sont positionnés dans des lutrins que vous voyez ici en blanc sur l'image, et va pouvoir naviguer dans l'image. Alors, forcément, il y a un premier effet qui est celui de la simple contemplation. Mais la valeur ajoutée, ce sont effectivement les commentaires, les contenus qu'on va pouvoir offrir, sans pour autant gêner la contemplation de l'image. Vous allez voir, les contenus sont des petits textes courts. Il y a 10 à 12 commentaires par œuvre, mais ce qui nous permet quand même de dire beaucoup plus de choses que sur un cartel, puisque dans les salles, le cartel, même si on a pris le parti de rédiger ce qu'on appelle, nous, des cartels développés, là, on n'a pas un, mais quasiment 10 cartels développés par œuvre. Avec une approche qui est plus ludique, plus agréable, plus lente aussi, puisque on a installé effectivement une petite zone de confort avec des assises qui incite le visiteur à ralentir son regard, à se poser et à rentrer véritablement dans l'image. D'ailleurs, on a quelques statistiques que je vous donnerai ensuite qui nous prouvent effectivement que le temps la durée de manipulation de l'espace de l'outil Gigapixel par rapport au temps passé physiquement en salle devant une œuvre, même si on l'apprécie, c'est effectivement démultiplié par 50 ou 100, voire plus. On s'est interrogé aussi, au-delà du dispositif simplement de transmission de connaissances et de médiation dont je parlais, sur la place en fait de l'émotion. Qu'est-ce que l'image immatérielle et numérisée peut générer comme type d'émotion par rapport à une œuvre originale? Et pour ça, on s'est appuyé sur différentes études et enquêtes publiques, et notamment une qui a été menée en partenariat avec le laboratoire de Visu, design visuel et urbain, et les étudiants du Master 2 audiovisuel à l'université de Valenciennes. Donc pour cette étude, l'expérience du visiteur a été verbalisée, puisque les étudiants avaient pour mission de recueillir justement le ressenti et la parole du visiteur à l'issue de leur manipulation. Donc ça, c'est très intéressant, parce que contrairement à une enquête simplement question-réponse, question fermée, souvent oui, non, pourquoi, ou des statistiques chiffrées, on a pu recueillir effectivement la parole du visiteur. Donc ça donne des choses comme j'adore, je pourrais y passer des heures, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Maintenant que j'ai vu le Gigapixel, je vais aller voir l'œuvre en salle. Au début, je pensais que je n'avais pas apprécié cette œuvre, mais là, j'y ai regardé avec beaucoup plus d'attention. Je comprends mieux, je vois mieux, je ne suis plus extérieure à l'œuvre. Bon, là, on se dit que c'est en partie gagné. Il y a aussi une certaine dimension ludique dans l'outil, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai expliqué, les commentaires apparaissent de manière assez aléatoire dans l'image. Les gens comprennent assez vite qu'il y en a une dizaine. Et donc, le jeu consiste à effectivement faire apparaître la totalité des commentaires pour être sûr de ne pas passer à côté. Plus concrètement, pour vous donner juste quelques chiffres, l'outil nous permet de comptabiliser de manière assez précise le nombre de gigapixels qui sont vus, quelles œuvres arrivent en tête. Donc ça, c'est assez intéressant. On arrive à peu près à un total de 52 000 œuvres en gigapixels consultées,
par 22 500 visiteurs. Donc ça fait une moyenne de 2,2-2,3 gigapixels par visiteur. Et le temps de consultation et d'utilisation de l'outil est d'environ entre 4 et 5 minutes. Donc ce qui est relativement long quand on sait qu'on passe généralement à peine quelques secondes devant une œuvre, même si elle nous parle et qu'elle nous plaît. On a des fans qui restent parfois un quart d'heure même. Ce qu'on n'a peut-être pas vu non plus, c'est que volontairement l'espace a été installé à proximité immédiate de l'espace du café. Donc ça, c'est relativement agréable aussi. On sait l'appel visuel que constitue un écran sur un mur, mais du coup, effectivement, un visiteur qui manipule l'outil en fait profiter aussi les autres visiteurs qui sont installés tout simplement au café à proximité. Sur le schéma qu'on a vu précédemment, c'est peut-être pas dans le bon ordre. Sur le petit schéma, c'est un petit schéma qu'on avait dressé à l'issue de l'étude des étudiants de Valenciennes, et on avait réussi à schématiser ce processus. Et donc voilà, quel intérêt pour nous d'installer des images effectivement numérisées. Alors vous l'aurez remarqué, qui ne sont absolument pas pour le coup à proximité des œuvres originales, puisqu'elles sont situées dans l'atrium, qui est donc l'espace en libre accès du rez-de-chaussée du musée. Mais comment ça fonctionne ? Tout d'abord, l'objet intrigue, puisqu'on ne s'attend pas forcément à commencer sa visite d'un musée des Beaux-Arts par des écrans. Donc généralement, alors ça marche ou ça marche pas, c'est une proposition qui est faite. Si ça marche, eh bien, il y a forcément un aspect de séduction qui est assez immédiat. Et puis ensuite, une forme d'engagement, puisqu'effectivement, il ne s'agit plus juste simplement de recevoir une information par la parole d'un guide ou par la lecture d'un cartel, mais on devient quand même acteur en quelque sorte de sa visite. On pilote sa propre expérience. Et puis on partage. C'est pas un usage individuel, c'est pas quelque chose qu'on utilise sur un écran de smartphone ou de tablette. La taille des écrans justifie que c'est forcément partagé par les personnes qui nous accompagnent. On fait quand même relativement rarement une visite de musée seul. Et donc ensuite, le souvenir, c'est effectivement la trace qui va rester de cette visite et le sentiment d'avoir vécu quelque chose qu'on n'aurait pas pu vivre ailleurs. À ce jour, il n'y a pas de dispositif similaire dans d'autres musées. Il y a des collections de gigapixels en ligne, d'autres collections de musées, mais un espace physique tel que celui-là, pour l'instant, il n'en existe pas. Et donc, pour finir sur cette notion de souvenir, j'en viens à finir sur les évolutions immédiates là, qu'on envisage pour cet outil Gigapixel. Première extension sur laquelle on va travailler, c'est la traduction des contenus, puisqu'on les a inaugurés uniquement en français il y a 1 an. Donc là, c'est en cours de traduction en anglais et néerlandais, ça nous semble tout à fait naturel. Et la fonction souvenir, j'y reviens, puisque effectivement, c'est assez amusant d'observer les gens qui prennent les écrans en photo. Alors, ils passent du temps, ils règlent l'écran sur le détail qui les intéresse, ils le prennent en photo pour ensuite le partager sur les réseaux sociaux. Du coup, nous est venue assez rapidement l'idée de proposer via l'outil un partage d'images sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, ça devrait se concrétiser dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, j'en ai terminé pour le Gigapixel. On va vous parler plus largement de l'usage de la photographie au musée. Merci Amandine. Alors je voyais dans l'assistance quelques interrogations ou sourires. Pourquoi un musée Beaux-Arts tel que le nôtre s'aventure finalement dans une reproductivité de l'œuvre qui est à l'étage supérieur avec ce type de dispositif qui interroge la notion de chef-d'œuvre, de l'attraction d'une image que l'on rend mobile alors que sa réalité physique première est une forme d'immobilité. Et ensuite aussi, c'est ce lien avec l'usage qui est particulièrement regardé. Ça peut paraître anecdotique de considérer que le visiteur prend en photo le détail généré par un dispositif numérique. Néanmoins, ce geste est accompli de manière assez récurrente pour que cela nous ait interrogés au point d'intégrer, comme tu le disais, le futur dispositif de partage de photos dans le dispositif lui-même, même si on imagine bien que ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la photographie prise avec notre propre équipement, dominera peut-être encore la captation que l'on souhaite faire. En tout cas, c'est un peu aussi
une réflexion plus générale qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, de savoir un peu quel lien la photographie, et en particulier la photographie partagée. Le Palais des Beaux-Arts de Lille s'est engagé à questionner. C'est plus aussi un terrain d'expérimentation que de certitude de notre part, d'assumer aussi des essais, qu'ils soient technologiques ou de médiation dite numérique. Et nous souhaitions aussi, en conclusion d'une journée longue et d'un colloque qui a été très riche, de pouvoir, avec vous, selon quelques images plus suggestives, d'interroger aussi la pratique de la photographie au sein même d'un musée Beaux-Arts tel que le nôtre. Alors il y a la pratique amateur, je pensais y venir à la toute fin et puis finalement je me lance maintenant. C'est de se dire oui, il y a des pratiques photographiques dans un lieu comme le nôtre. Nous avons interrogé un certain nombre de visiteurs en leur demandant « Pensez-vous que la photographie est autorisée ou interdite dans un lieu comme un musée ?» Bon, nous renvoyons à un débat sur tous photographes, l'accès personnel au statut de collection publique, au-delà des questions d'ADAGP pour les œuvres les plus récentes. Majoritairement, le réflexe premier des visiteurs est de considérer que la photographie est interdite dans notre lieu alors qu'elle est autorisée. Donc là, il y a aussi, de la part de notre proposition, et c'est un des éléments sur lesquels on sera amené à travailler dans le futur, de se dire le message premier d'un partage d'une collection publique, qui peut être photographié comme on le photographie de manière très gourmande depuis plusieurs années avec nos propres équipements, peut être à l'inverse, comprise à l'inverse, dans le cadre d'une visite spontanée et libre d'un musée. Donc ce qui manque peut-être aujourd'hui dans notre lieu et dans d'autres lieux, parce que des musées beaux-arts de notre type, il y en a heureusement beaucoup en France, c'est de se dire est-ce qu'il ne faut pas assumer une incitation à la photographie dans des musées comme les nôtres ? C'est-à-dire qu'il y a une réflexion aussi sur ce type d'information qui est ni de la signalétique de service à proprement parler, de signalétique directionnelle, mais d'une signalétique incitative qui pourrait aller vers justement plus de génération d'un contenu partagé. C'est un point aussi important qui a été développé ces dernières années par le musée, c'est de regarder très régulièrement quels sont les clichés qui sont pris dès lors qu'ils sont partagés et visibles. Quels sont les clichés pris au sein du lieu? Alors, bien sûr que nous avons regardé en premier lieu Instagram. Je ne sais pas si vous en avez encore parlé dans le cadre d'un colloque comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Mais c'est aussi un miroir assez intéressant de pouvoir regarder ce qui est photographié, ce qui est le plus partagé par rapport à une collection et un lieu. Comme le Palais des Beaux-Arts de Lille, notre surprise aussi a été de voir qu'avant même les œuvres, c'était d'abord l'architecture qui était photographiée. Les matériaux, combien de photographies sur les vitraux, les céramiques, les mosaïques, les textures, la proposition architecturale, c'était ce qui sortait en premier. Ce qui permet aussi pour nous de travailler peut-être davantage ensuite les propositions d'accompagnement, de la compréhension de ce lieu, qui renvoient à des codes qui peuvent paraître évidents, mais qui renvoient néanmoins à la fin du XIXe siècle, donc avec une iconographie qui mérite d'être requalifiée aujourd'hui. Et ensuite, les partages les plus importants se sont focalisés, cristallisés sur un certain nombre d'œuvres, et principalement les sculptures. Alors que nous-mêmes, ou l'image du musée que nous travaillons, c'est peut-être d'abord un musée de peinture, alors que dans ce qui est photographié et partagé, c'est peut-être d'abord une architecture et une sculpture, parce qu'aussi il y a une accroche, il y a un volume, il y a peut-être et d'ailleurs notre galerie de sculpture ne présente pas de mise à distance, donc il y a peut-être aussi une proximité avec cet objet-là qui est justement interrogé par la pratique photographique de nos visiteurs. Alors, de manière parallèle, nous avons aussi engagé des collaborations avec Instagram. Vous savez évidemment que chaque grande ville ou plus petite ville
bénéficie d'une communauté d'Instagrammeurs qui est plus ou moins organisée par la communauté elle-même. Je pense ici notamment à Ingerslil, qui est une des communautés lilloises, et qui permet à des rythmes réguliers de créer des rendez-vous photographiques au sein des lieux qu'ils choisissent et qui permettent au lieu qui veut bien les accueillir de créer un temps partagé de photographie amateur. Alors, je crois qu'il y a aussi des interrogations sur le statut de ce type de photographie. Vous savez bien sûr qu'il y a des professionnels, voire des semi-professionnels qui font partie de ce type de communauté et qui vont exprimer d'ailleurs des demandes de monétisation de leur photographie dans le cadre de ce type de propositions dites amateurs. Donc, ça sont des sujets que l'on peut aborder aussi dans le cadre des échanges qui vont suivre et qui permettent finalement de faire quelque chose de l'ordre de la performance sur un temps court. Ça peut être une grande journée, une soirée, en donnant finalement, en proposant le lieu comme... Oui, j'ai vu les 5 minutes restantes et mon cœur palpite, comme un lieu aussi d'imagination. Vous avez vu qu'il peut y avoir des pointes d'humour, et c'est ce type de propositions photographiques qui ont ensuite, face au nombre important de clichés générés, et puis à la qualité aussi de ce qui avait été proposé. Il y a de l'entorse, il y a de l'humour, il y a de l'irrévérence, ou au contraire des clichés plus attendus, d'imaginer que ces photographies-là pouvaient s'exposer au sein du musée. Donc dans un registre d'exposition avec un choix, un accrochage, des cartels, avoir ensuite ce que l'on fait des métadonnées qui s'expriment notamment dans la qualification des photographies sur Instagram. Donc à la fois une exposition de ces photographies au sein du musée. Donc vraiment en reprenant les codes d'une exposition, si je puis dire, académique dans nos murs, jusqu'à ensuite imaginer que ces photographies-là pouvaient aussi prendre place au cœur des niches, alors un peu vieillottes jusqu'à l'année dernière, les niches de la station République Beaux-Arts Métro de Lille, qui jusqu'à présent, depuis la rénovation et la réouverture du musée en 1997, présentait des photos de détails de nos propres chefs-d'œuvre, plutôt de peinture. Donc il s'agissait, depuis l'année dernière, d'imaginer un accrochage d'un autre type de monstration du lieu, d'un appel aussi. Le Palais des Beaux-Arts au sein du métro, ce n'est pas seulement l'œuvre, c'est l'œuvre, mais c'est aussi, vous le devinez, une proposition qui se joue de lui-même aussi. C'est l'un des objectifs. Alors certains, de manière un peu sarcastique, nous ont dit « mais c'est donc une campagne de communication que vous réalisez gratuitement avec des photographes faussement amateur dans le cadre d'Instamit, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors ce sont aussi des pratiques assez mouvantes, assez expérimentales, qu'on souhaitait vous présenter rapidement et qui sont là plus pour montrer un peu aussi quelles sont les pistes non pas une vieille dame de 1892, mais néanmoins un musée Beaux-Arts peut porter et imaginer aussi qu'au sein d'un musée de ce type, notamment dans le cadre des premiers dimanches du mois où il y a une fréquentation différente, la pratique photographique est plus importante, semble-t-il, et qu'il y aurait peut-être là aussi des collaborations à tisser dans le futur pour qu'il y ait un accompagnement différent par rapport à ces points qui nous réunissent entre une image anténumérique, définitivement, très picturale, et une autre qui se joue d'un partage et d'une collectivisation, comme on dit de manière un peu jargonneuse, d'une photographie partagée. J'ai terminé.
Merci à vous. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants de la journée. Je vous propose de vous diriger vers la salle d'accueil de manière à ce qu'on puisse entamer un temps d'échange un peu plus informel avec les différents intervenants. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, à 17h30, rendez-vous au musée de l'Hospice Comtesse pour la présentation du fonds Pasquero par la responsable de ce fonds photographique. À 18h30, des visites guidées pour les expositions Sport Photo de l'île 3000, donc au Tripostal.